Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA avec un thème qui porte sur le droit de l'homme. Donc pour ça, on est accompagné du professeur Pitché qui est avec nous, qui est coordinateur national du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Donc on a parlé un peu dans la première partie, on est revenu un petit peu sur la présentation du VIH, sur les chiffres qu'on n'a pas, mais au moins le Togo maîtrise la maladie, donc c'est stable pour le moment, donc en espérant qu'en 2030, on arrive à supprimer. C'est ça, professeur, à supprimer la maladie. À mettre fin à l'épidémie de SIDA. Ouais. SIDA. Mais justement, suivant le chemin des droits, pourquoi ce thème, s'il vous plaît? En général, le thème chaque année est choisi par l'ONU-SIDA, qui est l'organisme spécialisé des Nations Unies qui lutte contre le SIDA. Et cette année, ce thème, c'est pour mettre en valeur l'aspect droit humain. Parce que dans les pays, la plupart des acteurs se sont rendus compte que pour arriver à mettre fin à l'épidémie de SIDA, il faut prendre en compte tout le monde, toute la population vulnérable. Et l'aspect stigmatisation, discrimination liée au VIH fait que parfois il y a des services, mais les gens ont peur d'aller avoir accès aux services. Et c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Et donc c'est de dire, il faut qu'on sensibilise les acteurs de mise en œuvre, la société, et même les ayants droit pour qu'ils puissent avoir accès. Je vous donne un exemple typique. On parle des jeunes, vous avez un service destiné aux jeunes. Ils ont peur d'aller dans un hôpital classique parce qu'ils ont peur de parler de problèmes de sexualité et donc d'être stigmatisés. C'est-à-dire que si la personne n'est pas bien sensibilisée, on va dire pourquoi vous, les jeunes à 16 ans, vous avez des rapports sexuels. Et donc les jeunes, ils sont stigmatisés, ils ne vont plus venir. Par contre, le service est disponible. Pareil, vous avez des femmes qui vont en consultation prénatale, elles sont séropositives, on les dépiste, on les donne des médicaments, mais dès que dans la famille, quelqu'un est au courant, elle est stigmatisée. Et donc c'est un frein. Et donc c'est pour ça que ce thème, c'est pour dire, n'oublions pas que la santé, c'est un droit. Et toutes les personnes qui ont droit au service dans un pays doivent avoir accès à ces services. Et on doit tenir compte dans la programmation, dans la mise en œuvre de nos interventions, l'aspect droit humain et s'assurer que tout se passe bien. Je vais vous donner l'exemple. Dans la feuille de route gouvernementale, il y a le ministère de l'Action sociale qui s'occupe des problèmes de violence sur le genre. On travaille depuis 2020 à la mise en place dans chaque district des cellules de veille communautaire sur les problèmes de violence basées sur le genre. Et ces problèmes basés sur le genre sont parfois liés aux problèmes de VIH. Et depuis cette année, avec la ministre, on a mis en place des cellules de veille communautaire à Takwame. Il y a eu Tchévier, il y a eu Sokodé, Kara. Et donc même le gouvernement est conscient que ces problèmes de droit, de façon générale, notamment la violence basée sur les gens, c'est un droit. Et donc, c'est dans l'activité même de santé, de violence des gens, le ministère de l'Action sociale est impliqué et le CNS est aux côtés du ministère de l'Action sociale pour mettre en place. Donc, tout ça pour montrer que c'est un vrai problème, pas seulement au Togo, mais au niveau mondial. D'où ce thème, pour sensibiliser tout le monde, tous les pays, et surtout, les acteurs de mise en œuvre et la population sur ces aspects de violation sur le droit. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, on vous stigmatise parce que vous êtes séropositif, vous avez pris la maladie quelque part, et comme il y a une connotation sexuelle, les gens pensent que s'il a eu, c'est bien mérité, quoi. Et donc, parfois, ça crée des problèmes, et donc il faut montrer aux gens que toutes ces personnes-là... On est encore là, quoi. Malheureusement, oui. Malheureusement, les gens sont stigmatisés. Nous avons mené plusieurs enquêtes au Togo qui montrent que majoritairement la stigmatisation, c'est d'abord le milieu familial et le milieu social, notamment au boulot, dans les églises. C'est là où se pose la stigmatisation. Les gens se cachent pour avoir des comprimés. Les gens ont peur de dire que je suis positif. Vous êtes hyper tendu, vous pouvez prendre vos comprimés devant votre collègue sans problème. Ouais. Mais quand vous êtes VIH, si vous prenez, vous dites je prends mon médicament VIH, les gens ne commencent pas fuir, pas paniquer, à se dire je ne veux pas être à côté, on ne sait jamais. Ouais, donc ce problème-là, malheureusement, existe. Et souvent, c'est lié à l'ignorance.
C'est le fait que les gens ne maîtrisent pas encore les voies de non-transmission. Voilà, justement. En fait, c'est ça. Donc, d'où le problème. Nous, on continue pas. C'est vrai, on a beaucoup insisté sur les voies de transmission sexuelle, le sang, mais il faut insister sur les voies de non-transmission pour dire que je peux boire dans un même verre qu'un séropositif, un ami séropositif. Je peux m'asseoir à côté d'un enfant séropositif. Je peux laver un parent qui est séropositif. Ainsi de suite, je peux arrêter à l'église dans la même chorale qu'une collègue. Donc ça, c'est les voies de non-transmission que les gens ne maîtrisent pas, qui fait que les gens stigmatisent les gens, parfois pas, dans la majorité des cas, par ignorance. Et c'est très important d'insister dessus. Il faut vraiment insister là-dessus parce que oui, si on en est encore là, c'est... tout à l'heure, on parlait, je donnais un exemple pour le cas de Covid, c'était pas la même chose non plus. Hein, ouais. Mais c'est vrai que au début, ça a fait peur, mais on est vite passé à autre chose. Et puis maintenant, personne ne porte de masque. Hein. Tout le monde tousse comme ça, ouais. Mais bon... Et il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'avec le VIH, il y a cet aspect traumatisant. Parce que faire la maladie sida, voir quelqu'un faire la maladie sida, c'est traumatisant. Donc, le professeur fait partie de cette génération de médecins qui ont été traumatisés par l'épidémie de VIH, mais encore plus par la maladie sida. C'est ça qu'il faut voir en fait. Et puis dans la population, ce qui est important, c'est de voir que le VIH est transmis maintenant pas par rapport sexuel. Et l'aspect sexuel a une connotation négative et morale. Ça dit que quelqu'un, je donne un exemple banal, hein, quelqu'un qui a un seul rapport sexuel, le VIH, on peut dire oui, c'est bien fou pour eux, c'est une prostituée, c'est une femme, c'est une prostituée, si c'est un homme, c'est un gigolo, il reste pas tranquille. Il a des mœurs légères. Les mœurs légères, donc c'est une connotation liée. Quand vous avez la tuberculose, vous n'êtes pas trop stigmatisé. Quand vous avez le diabète, on dit bon, c'est pas de chance quoi. Quand vous avez épée tendue, tout le monde sait que il y a chez nous on dit personne ne va au marché pour acheter des maladies. Et donc, mais c'est comme s'il y a une connotation sexuelle. Il y a l'aspect moral, notre éducation coutumière religieuse fait qu'on dit a priori c'est comme il a bien cherché, il n'a qu'à se tenir tranquille et ça c'est ça qui un peu impacte négativement la perception de la maladie. C'est ça impacte la perception de la maladie. La prise en charge est-elle accessible à toutes les personnes vivant avec le VIH, professeur ? Oui, ça, je pense que si le Togo peut dire de façon, comment on dit, se bomber le torse, c'est que on a fait d'énormes progrès sur ces aspects. Déjà en 2008, il faut que depuis 2008, les ARV sont gratuits. C'est-à-dire que, si je vous dis, les ARV sont gratuits pour la population, c'est quelqu'un qui paie. Oui. Donc souvent c'est le gouvernement, ses partenaires. Et depuis 2008, c'est gratuit pour tout le monde. Et actuellement, on a 90 000 PVVIH, tout traitement qui retrouve au Togo. Et ils ont le dépistage gratuitement, ils ont la charge virale gratuitement, subventionné, payé par l'État, dont la population a accès à ce traitement. Et je disais tantôt que pratiquement 8 malades sur 10 qui sont infectés par le VIH sont sous médicaments antirétroviraux au Togo. Ouais. Et ça, c'est un vrai progrès dans notre pays qui fait qu'on a fait de l'ouest de centre dans le tiers supérieur des pays qui ont des bonnes couvertures de taux de médicaments en matière de lutte contre le VIH au sida. Merci. Et quelle est l'importance justement de cette journée mondiale de lutte ? C'est rappelé à la population générale. C'est vrai qu'on le fait au cours de l'année, mais rappeler à la population mondiale, à la population nationale, au peuple togolais que le VIH existe encore, et qu'il faut marquer un coup, comme dans votre introduction, être solidaire avec les personnes qui vivent avec la maladie, rappeler aux jeunes que le VIH circule, qu'il faut se protéger contre cette maladie, rappeler aux parents et à tout le monde que la maladie existe, il faut en parler en famille et c'est vraiment le rôle de la journée. Et nous, en tant que structure de l'école SIDA, c'est l'occasion aussi pour faire une mobilisation sociale. Notamment, on a prévu des actions de dépistage au Togo. La société civile va faire pendant une semaine une mobilisation sociale assez intensive de l'Omea d'Apparon et à travers sur le projet corridor Abidjan-Lagos, il y aura des dépistages. Et cette année, on a voulu innover un peu, souvent en prenant le thème de la journée, rappeler aux acteurs de mise en œuvre aussi qui doivent jouer leur rôle pour ne pas stigmatiser les malades, organiser un match de football avec les acteurs de santé au stade municipal samedi, avec des coupes de récompenses à des structures qui ont beaucoup travaillé, les récompenser pour le travail qu'ils font quotidiennement. C'est vrai qu'on est dans le social.
c'est pas des espèces on a nos salaires, que ce soit social, mais au moins reconnaître aux gens qui sont dans la lutte depuis 10 ans, 20 ans, des structures qui se battent tous les jours dans l'anonymat, en enfant de service, leur dire merci pour ce qu'ils font. Donc voici à peu près ce qui va meubler cette journée au Togo. On va passer à la rubrique de Farid, s'il vous plaît, la régie. Bonjour Farid. Coucou Essie. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Pas grand-chose. Tout ce que j'ai, c'est de vifs remerciements au professeur. Merci au professeur de par le CNLS pour tout ce qu'ils font pour la population togolaise. Et les actions du CNLS montrent encore que la santé reste un service régalien dans une nation, puisqu'il couvre tous les ministères de ce gouvernement togolais. Merci professeur. Alors professeur, pour ma chronique, j'ai 2 petites questions et une 3e petite question surprise. La première question vient de monsieur Denis qui a 66 ans, qui se plaint que son fils a été diagnostiqué séropositif, son fils de 28 ans, mais qui refuse d'aller vers les centres de santé prendre ses produits. Il aimerait savoir comment est-ce qu'il peut l'amener pour le raisonner, pour que ça ne soit pas à lui d'aller prendre ses produits et de lui ramener pour qu'il puisse s'en servir. Ensuite, nous avons une question de monsieur Kwame, 45 ans, qui a amené sa mère pour un bilan de santé de routine et il s'est révélé qu'elle est séropositive. Et il ne comprend pas la situation. Comment à 80 ans, on peut se retrouver du jour au lendemain séropositif. Et enfin, dernière question, nous avons un monsieur X qui a souhaité garder l'anonymat, qui s'est dit séropositif depuis 15 ans. Il aimerait savoir si un beau jour, le bon Dieu, de par les médias, il entendra que, il peut guérir de son infection au VIH. Merci Fox. Merci pour ces questions pertinentes et pratiques. La première question pour le jeune, il est dans la phase de non-acceptation de sa maladie. C'est ce qu'on appelle parfois le déni, ou bien la peur, on parlait de stigmatisation, la peur d'être montré de doigt, tout ça. Donc je pense que le papa, dans un premier temps, doit l'aider à accepter la maladie, quitte à avoir recours à un professionnel de santé, un psychologue, qui discute avec lui de façon incognito, quitte à que le psychologue vienne à la maison pour discuter avec le jeune, pour l'aider à accepter la maladie. Parce que s'il n'accepte pas la maladie, à long terme, on n'est pas sûr qu'il sera observant. Le papa peut bien même prendre des médicaments, donner à son fils, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va avaler les comprimés, et parce qu'il faut aussi un suivi derrière. Il faut faire des prélèvements pour s'assurer que le médicament marche, charge virale, et donc tant qu'il n'a pas vraiment accepté la maladie, intégrer le fait qu'il est infecté, et que quand on accepte la maladie, il y a une suite dans le suivi, c'est difficile. Donc moi, si j'ai un conseil pratique à donner au papa, c'est de vraiment faire appel, s'il a le même à l'intérieur, de faire appel à un psychologue, de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît la maladie pour discuter avec son fils et l'amener progresser. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est ce qu'on appelle à l'époque pré-test, post-test. Parfois, les gens disent, donne-moi le temps de réfléchir, de digérer l'information. Ils mettent 1 mois avant de rentrer dans les soins. Et donc, mais dès qu'il rentre, après c'est spontané quoi. Donc il sait qu'il doit venir faire son bilan trimestriel, il doit venir faire son bilan annuel, il doit venir récupérer ses médicaments régulièrement, faire le petit suivi pour s'assurer que le médicament marche. Et s'il a l'effet secondaire, le médecin va l'aider à gérer l'effet secondaire. Sinon, dès qu'il avale le médicament, il a des effets secondaires, il laisse tomber. Et donc il faut un soutien. En fait, ce qu'on a l'aspect soutien. C'est pourquoi en matière de lutte contre le VIH, il y a l'aspect soin, l'aspect traitement et l'aspect soutien. C'est là il doit avoir besoin de soutien. Pour la seconde question, malheureusement, c'est des cas qu'on voit. Malheureusement, mais heureusement, c'est rare. C'est-à-dire que moi, c'est difficile de répondre. Quand la personne est infectée, c'est difficile de savoir quand elle est infectée, par qui il est infecté et comment ça s'est passé. Votre collègue, madame, a posé la question. Quelle est la durée? Ça prend du temps. La moyenne, on sait que c'est 7 ans. On a eu des cas de 15 ans. Vous savez, souvent la moyenne, souvent, parfois, on a eu des cas qui ont 20 ans avant de déclarer VIH, SIDA. Donc, la maman, on ne sait pas quand elle est infectée. Elle peut être infectée au cours des soins, transfusion sanguine, même soins à l'hôpital, ou je ne sais pas. Donc, moi, la question la réponse que je peux donner, c'est de ne pas chercher à savoir comment c'est arrivé.
il ne peut pas savoir. Aucun médecin ne peut pas le dire aussi. Parce qu'il faut faire le génotypage, remonter. Si jamais la personne a plus de sang, on fait un bilan régulièrement et qu'on garde son sang, on peut se dire il y a 20 ans elle était négative, mais il y a 10 ans chaque année, quand on vient, on peut trouver les tubes. Mais franchement, c'est d'être pragmatique. Si la personne est séropositive, c'est de chercher à le trouver des traitements, à la rassurer. Et à l'accompagner. Ouais. C'est ça qui est important. Et à soutenir. À la soutenir surtout. Et surtout ne pas la culpabiliser. C'est ça qu'on dit tantôt. On ne peut pas dire, il y a 80 ans, elle a pris la maladie ou c'est sexuel. Est-ce qu'elle a eu des rapports sexuels à 80 ans? C'est pas normal. La vie. C'est là, maintenant il faut avancer. Exactement. Donc il faut être pragmatique. La troisième question, j'ai un peu oublié. C'est Monsieur X qui souhaite. Oui, d'accord. Oui. Les avancées de la médecine. Oui. Jusqu'à maintenant, il y a 5 cas de guérison dans le monde. Et la plupart des cas qui étaient bien documentés, c'est les gens qui ont eu des greffes de moelle. Le dernier cas, qui est un malade suisse, qui a été infecté depuis les années 90 et qui a une leucémie, c'est-à-dire un cancer du sang. Et on a fait des greffes de moelle. Et la greffe de moelle a régénéré toutes les cellules dans le sang et a expulsé le VIH. Donc c'est vraiment rare. C'est des cas extrêmement rares. Donc au stade de nos connaissances actuelles de la science, on ne peut pas dire de garantie qu'il sera guéri définitivement. Et on insiste encore une fois entre l'aspect soigner et guérir. Il faut dire en médecine, si on veut être honnête avec nos malades, dans 90% des cas, nous sommes des soignants. C'est-à-dire qu'on vous soigne votre maladie pour que la maladie ne l'impacte pas durant votre vie. Mais la guérison, c'est des cas rares de maladies infectieuses, éventuellement même d'accidents de la voie publique. Si vous cassez votre tibia, on peut vous... Mais si on fait la radio, vous ne trouvez pas le même tibia. Donc, on ne guérit pas de diabète, on ne guérit pas de hypertension artérielle. Vous avez une lombalgie, vous avez mal au dos, on ne va pas vous guérir de mal au dos. Mais on va vous soigner pour que... Donc, le VIH est devenu une maladie chronique. Les gens sous traitement pratiquement à vie. Moi, mon plus vieux malade date de 97. On l'a mis sous traitement depuis 97. Il est toujours là jusqu'à maintenant. Lui, il avait la chance à l'époque d'avoir des moyens. Malheureusement, heureusement pour lui, il avait des moyens. À l'époque, les arrêts étaient à 500 000 francs CFA. Je lui disais que ça faisait même 3 fois mon salaire de médecin. Le jeune médecin, à l'époque, il ne revenait pas. Donc, mais lui, il avait les moyens. Et jusqu'à maintenant, il vit. Donc, il faut dire clairement que le VIH est devenu une maladie chronique. Et contre une maladie chronique, nous sommes des soignants. On va le soigner pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il lâche la vie supprimée, qu'il continue à aller au boulot, à faire son activité, mais lui dire qu'il sera guéri. On n'a pas les arguments actuellement. Peut-être qu'il peut être un cas exceptionnel par un jour, mais il n'y a pas de médicament actuel pour le guérir. D'accord. Merci professeur. Merci professeur, merci Farid. Une dernière question professeur avant la fin de la mission. En définitive, que peut-on retenir du visage du VIH au Togo ? En définitive, on dit que le VIH, heureusement, on est en train de, comment dire, l'épidémie sous contrôle, donc elle n'est plus folle, elle n'augmente pas depuis 10 ans à peu près. Et les stratégies commencent à donner des résultats. Les médicaments sont de plus en plus simplifiés, donc les gens ne doivent pas avoir peur de VIH, parce qu'il y a des médicaments actuellement. D'ailleurs, même, comme vous parlez de Covid, j'ai des maladies, à l'époque, il y a le Covid, moi, je veux avoir le sida que le Covid, parce que le Covid, je vais mourir rapidement. Le sida, maintenant, j'ai les médicaments, donc, on a des médicaments maintenant, un comprimé par jour, des petits comprimés par jour, avec pratiquement beaucoup. 0 effet secondaire, donc qui sont disponibles partout. Je voulais insister aussi qu'il y a une priorité pour nous, c'est vraiment l'aspect élimination de VIH de la mère à l'enfant, qui reste pour nous un gros défi, parce qu'on veut vraiment que les enfants qui vont naître au Togo ne soient plus infectés. Donc pour nous, c'est un défi majeur pour les prochaines années. Nous allons tout faire pour que nos enfants qui naissent des femmes séropositives ne soient pas infectés. Et passer par vous pour continuer à sensibiliser nos jeunes. Vous avez dit précisément que le VIH circule encore. Les jeunes ont les moyens de s'abstenir et il y a un moyen pour les jeunes de ne pas être infectés, c'est le port de préservatif. Comme on dit souvent, c'est la double protection. Ça protège contre les IST, les VIH et les grossesses non désirées. Donc je pense que sur les jeunes insistent sur ce message-là. Et en plus, le gouvernement met encore une fois gratuitement le préservatif à disposition des jeunes. Chaque année, on distribue à travers les cycles de santé publique près de 20 millions de préservatifs. Wow. Chaque année.
qu'on donne gratuitement par les pharmacies privées, mais dans les circuits de la santé publique, des structures de santé, les centres jeunes, les associations donnent gratuitement 18 millions de préservatifs pour que ça explique pourquoi même l'épidémie baisse chez les jeunes aussi. Grand merci, professeur. Merci d'être venu ce matin pour parler de cette journée mondiale, du thème suivant le chemin des droits. Je rappelle que vous êtes coordinateur national du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Et puis vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20, et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez sur le compte YouTube de New York TV, dans la playlist, et choisissez Direct Santé, bien évidemment, et vous avez l'intégralité de nos émissions dessus. Vous pouvez revoir, et si vous avez des questions, nous sommes là pour ça. Dr Farid est là pour ça. Merci beaucoup Farid. Merci Essie. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Cléso et à Fofo à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.